Il a une vaste expertise technique dans la conception, les ressources et la mise en œuvre de programmes, ainsi que dans l'analyse du contexte et la programmation tenant compte des risques. Il est passionné par le dialogue politique et la création d'alliances. Il a une solide expérience dans l'éducation, les moyens de subsistance ruraux, la gestion des ressources naturelles et la programmation pour les jeunes. Évidemment, il a une solide expérience de terrain et du siège. Voilà qui c'est M. Guillaume Sauval. Notre conférence va être axée sur le thème l'enseignement à distance, levier du développement socio-économique. Je vais donner la parole à M. David d'abord, et après, ce sera une conférence débat. Et on attend vos questions après les exposés de nos conférenciers. Merci. Merci beaucoup, M. Hamilton, qui est aussi un enseignant à l'ESUB, c'est un enseignant spécialiste en statistique. Mais avant de commencer, je tiens tout d'abord à souhaiter la bienvenue aux lauréats du baccalauréat de cette année. Ils sont là, les lauréats. Il y a d'abord les lauréats des lauréats du CRIC, c'est-à-dire ceux qui ont la moyenne la plus élevée dans tout Madagascar, en série scientifique. C'est du lycée Jules Ferry, ou là, tu l'as regardé? Jules Ferry. Est-ce que vous pouvez vous relever, monsieur, pour qu'on puisse vous applaudir? Comment vous appelez? Fanaz. Donc, on vous souhaite la bienvenue à cette conférence et on espère qu'on peut collaborer. C'est à toi de décider. Mais merci aussi aux parents qui sont venus ici. Merci aussi aux représentants des proviseurs. Aussi les autres lauréats du lycée Rabiaville maintenant. Enfin, comme ça, les lauréats du baccalauréat. Série A, série A et série B. Voilà donc nos lauréats en série A et série B. Attends, comment tu t'appelles? Je m'appelle Mench. Mench. Je m'appelle Routi. Donc voilà, on vous souhaite la bienvenue ici. J'espère que vous allez vous inscrire à l'issue. On va en parler plus tard. C'est vrai. Merci. Non, il n'y a pas de... C'est pas forcé. Il y a aussi d'autres lauréats qui sont là. Je vous prie de venir ici devant, s'il vous plaît. Là, il y a encore des chaises libres. N'hésitez pas, nos lauréats. Lycée moderne, tapez flou. Viens ici devant. J'ai un coup de lauréat ici, et est-ce que vous pouvez vous lever et vous présenter un peu? Lycée moderne, tapez flou. Donc on a lycée Rabiaville, on a lycée Jules Ferry, et maintenant lycée moderne, tapez flou. Je m'appelle Mia. J'ai eu mon baccalauréat en CIC avec mention bien. CIC, mention bien. À l'ICA, j'ai eu mon baccalauréat série avec mention bien. On applaudit pour tout le lauréat, maintenant applaudissons très fort pour les autres. Il ne faut pas s'arrêter là, il faut continuer les études. Que c'est une conférence débat, vous aurez le temps, largement le temps de poser des questions plus tard. Moi, je ne fais ici que partager les paroles, je n'ai pas de choses à dire. Mais laissons aux experts, aux professionnels, à mes collègues, Guillaume Sauval et M. Rive. On va commencer par l'enseignement supérieur, parce que c'est une vision générale de la formation à distance, parce que notre thème, c'est la formation à distance, le levier du développement socio-économique. Donc ça commence par la formation à distance, c'est l'enseignement supérieur.
le ministère de l'enseignement supérieur. Hein. Et je remercie plus particulièrement mon collègue, le directeur de l'assurance qualité et l'accréditation, parce qu'on s'était vu hier et je suis sorti du bureau de monsieur le directeur général de l'enseignement supérieur et je l'ai rencontré parce que j'ai discuté avec lui et il m'a dit que c'est moi qui va faire la conférence de demain. Et lui, c'est un grand collègue de plusieurs années, hein, parce que moi-même, j'étais doyen de la faculté d'Aix à l'université d'État. On a travaillé ensemble pendant plusieurs années, n'est-ce pas, monsieur le directeur? Donc, merci beaucoup maintenant pour cette occasion. Et la présentation de l'autre côté, c'est M. Guillaume Sauval. M. Guillaume Sauval, j'ai discuté avec le représentant résident de l'UNICEF et on m'a dit maintenant on a des problèmes, il n'y a pas de spécialistes en digitalisation, etc. Moi j'ai dit, mais moi je fais un bazar. Parce que nous, quand on voit un bazar, ça nous enthousiasme, hein, avec nos enthousiasmes. Donc ils ont dit, ok, on va voir, on va essayer. Mais de toute façon, je dis aussi, c'est pas n'importe quel bazar, hein, c'est pas n'importe quel bazar. Mais c'est un bazar qui maîtrise le thème et qui travaille dans le domaine. Et c'est pour cela, M. Guillaume, que j'étais déjà un peu dessus il y a 2 jours, 3 jours. Mais heureusement, donc, il est là, on est là. Et on espère qu'on aura un très bon débat, une bonne conférence débat. C'est pour cela que je vais me taire. Hein. Je ne fais que pas. Comme dans les soutenances, j'ai l'habitude des soutenances de thèse, et quand on est président, ne fait que partager les débats. D'accord, on va commencer maintenant. On va commencer donc par monsieur le directeur. Merci beaucoup. Oui, merci Monsieur le Recteur d'avoir donné la parole. Je m'excuse parce qu'on m'a pris de court hier. Bon, Madame le ministre a désigné Monsieur le Directeur général de l'enseignement supérieur et de l'assurance de l'enseignement supérieur pour venir ici, mais avec des contraintes. Il n'a pas pu venir ici et m'a désigné. Et donc, comme j'ai dit dans mon discours, c'était un honneur. Et donc, je remplis donc, cette attribution. Bon, ma présentation, ça va être un peu le mélange entre le système LMD et l'enseignement à distance. Voilà, donc, le ministère de l'enseignement supérieur. On peut passer au diapo suivant. Voilà. Quand on travaille au ministère, donc, dans l'enseignement supérieur, il y a toujours un cadrage stratégique sur lequel l'enseignement supérieur doit se cadrer. Et ces documents cadres permettent donc de définir la stratégie, c'est-à-dire prioriser les priorités. Et ensuite, on va mener des actions et des activités qui permettent d'atteindre des objectifs. Donc, pour tout ce qui concerne le gouvernement, donc, il y a le plan Émergence de Madagascar, le PEM, qui se déroule de 2019 à 2023 et qui se décline au niveau de chaque département ministériel. Et le ministère de l'Enseignement supérieur dispose également de son plan Émergence de Madagascar. Donc ça, c'est des plans nationaux. À l'époque, c'était le plan national de développement. À une certaine époque, c'était... comment ça s'appelle déjà j'ai oublié le plan du côté de... C'était le... Ouais, Madagascar, le MAP, Madagascar Action Plan. Ça, en fait, ce sont des plans sur lesquels ça permet de traduire la politique générale de l'État en plan stratégique qui correspond donc à définir les priorités à mettre dans les actions ministérielles. Mais ça, c'est le plan au niveau national. Pour le secteur de l'éducation,
il y a également ce qu'on appelle le plan sectoriel de l'éducation, qui permet donc de voir l'articulation entre le secteur qui va de l'éducation fondamentale, l'enseignement de base, en passant par l'enseignement technique et la formation professionnelle jusqu'à l'enseignement supérieur. Et ça permet donc d'avoir un continuum entre ces trois sous-secteurs. Et ça part de 2018 à 2022. Mais ça rentre aussi dans le cadre d'une stratégie continentale. Donc il y a le CESA 2015 jusqu'à 2025, qui est une stratégie au niveau du continent africain. Et enfin, donc, au niveau mondial, on a, vous avez déjà entendu, ce qu'on appelle des objectifs du développement durable, l'ODD 4. 4, c'est pour le secteur éducation, qui va jusqu'en 2030. Et dans ce cadre-là, il y a des objectifs à atteindre, mais ces plans stratégiques se rapportent sur tous. Une recherche scientifique de haut niveau au service du développement de la nation et une bonne gouvernance, pivot de l'émergence. Ces axes-là se trouvent toujours dans les axes stratégiques, que ce soit au niveau national, au niveau continental ou au niveau mondial. Par exemple, si vous regardez le D4, donc il parle de une éducation pour tous, une accessibilité, une inclusivité, une équité et de la qualité aussi. Et il y a aussi donc la possibilité d'avoir une éducation tout au long de la vie. Donc ça c'est, disons, le cadrage sur lequel évolue l'enseignement supérieur à Madagascar. Il y a des cadres stratégiques sur lesquels est basé donc les actions menées par le ministère. Diapo suivante. Si on parle de l'enseignement à distance, nous avons donc le basculement vers le système LMD, c'est-à-dire il y a un décret, le 2008-179 du 15 février 2008, portant réforme du système dans l'enseignement supérieur et de la recherche en vue de la mise en place du système licence, master, doctorat. Donc ce nouveau système, dans son article 3, dans les principes généraux, et sur le point 8, il est inscrit que il faut faciliter donc la mise en place du système d'enseignement par des méthodes faisant appel aux technologies de l'information et de la communication, ainsi que le développement de l'enseignement à distance. Et donc, ce que fait les SUM actuellement, ça rentre vraiment dans le cadre de cet dispositif du LMD. Voilà, donc ça c'est pour dire que même l'habilitation a été obtenue avec la formation présentielle. Il est prévu dans le texte qu'une formation à distance est encouragée pour permettre donc l'apprentissage des étudiants à distance également. Si on passe voilà, donc au niveau de la formation à distance, on peut le faire tout en distance, mais on peut combiner que ça donne donc la formation hybride. Donc l'étudiant pourrait étudier donc à tout moment et à son rythme. Donc ça c'est un nouveau paradigme sur lequel il faut avoir que nos étudiants, donc quand ils vont à l'enseignement supérieur, on souhaiterait qu'ils aient l'autonomie d'apprendre. C'est-à-dire on va leur donner les moyens nécessaires pour qu'ils puissent développer ces connaissances par l'intermédiaire de l'apprentissage. Il y a l'apprentissage en présentiel, mais il y a également l'apprentissage à distance. Il y a quand même des avantages et des inconvénients. Donc, bon, je n'ai pas listé tous les avantages et les inconvénients, mais ça permet de suivre la formation qui vous intéresse et qui correspond donc à vos projets. Ça peut être des projets individuels, ça peut être des projets professionnels. Je veux être médecin, donc j'essaie de voir le parcours qui permet d'atteindre donc mon objectif d'être médecin. Je veux être un grand mathématicien, ça me donne donc tous les moyens pour permettre d'atteindre ça. C'est une solution pratique et économique également, parce qu'on n'a plus l'obligation d'aller vers un endroit, par exemple, pour les étudiants en classe, par exemple, quand on a un cours
À 8 heures, par exemple, on va prendre les places pour avoir les places devant. Si on est 1400 en file, on va à 5 heures du matin pour aller prendre les places, pour être devant, pour mieux entendre. Donc là, dans ce cadre-là, c'est une solution pratique pour acquérir les connaissances. Économique également, bon ça c'est... il faut voir parce qu'il faut voir la connexion. Heureusement qu'à l'ESSUM, on donne gratuitement la connexion. Mais ce n'est pas à la portée de tout le monde. Actuellement, si on regarde un peu le coût de la communication à Madagascar, c'est un des plus chers dans le monde. Ça aussi, c'est un problème. Bon, il faut avoir une volonté politique pour permettre de baisser ça, parce qu'on a le monopole de 3 opérateurs téléphoniques sur lequel on n'a pas les moyens d'agir pour permettre donc de baisser le coût de la communication. Bon, ça c'est une autre paire de manches. Et les inconvénients, donc, c'est qu'on est seul face à notre cours et il n'y a pas de professeur donc à notre disponibilité, mais c'est pour ça que j'ai demandé qu'on développe l'autonomie de l'étudiant, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Après, il y a des rôles. Il y a quand même des rôles que l'institution doit mettre en place. Même si ça a été déjà prévu au niveau des offres de formation, d'avoir une formation en distanciel, il faut quand même un certain critère clé pour les différents niveaux conceptuels de la formation en distance. Bon, par exemple, j'ai pris l'exemple ici du référentiel du CAMES. CAMES, donc, c'est le Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur. Donc, c'est une sous-région, Afrique de l'Ouest plus Madagascar, sur laquelle c'est une institution, un organisme sur lequel il veille à la normalisation de l'enseignement supérieur dans ses membres. Bon, à l'intérieur, je ne vais pas tout citer, mais il y a des critères au niveau institutionnel, c'est-à-dire que l'institution même doit prendre des mesures pour permettre d'offrir une formation à distance. Il y a des critères au niveau des développements de cours. Les cours à distance, en présentiel, n'est pas la même structure que les cours distanciels. Il y a des critères au niveau de l'enseignement et de l'apprentissage. Il y a des critères au niveau de la structuration des cours. Il y a des critères qui est très important aussi au niveau du soutien des étudiants. C'est-à-dire que si on a une formation à distance, on ne va pas laisser simplement l'étudiant se débrouiller tout seul. Parce qu'il faut donner les moyens. Ce que j'ai dit dans mon discours, la formation à distance, c'est un outil. Il faut l'utiliser, l'outil comme il faut. C'est par exemple, je prends un agriculteur. Il a toujours l'habitude d'utiliser l'outil, disons la bêche, l'engade, nécessaire, suffira. Et donc, du coup, il faut donner les moyens, surtout aux étudiants, parce que c'est eux qui sont les premiers bénéficiaires du cours. C'est à eux qu'on doit l'apprentissage. C'est l'apprentissage de l'apprenant qui est essentiel dans une formation. Après, il y a les critères au niveau des soutiens des enseignants également et du personnel administratif et technique. On va avoir une plateforme, mais l'essentiel, c'est que les bénéficiaires et les producteurs de contenu doivent accéder à cette plateforme à tout moment. C'est un peu la différence entre le présentiel. Le présentiel, par exemple, on ne peut pas y travailler la nuit, alors que distance, si on n'a rien à faire, au lieu de regarder la télé, on passe sur la plateforme. Au lieu de regarder Facebook, on va regarder la plateforme. Ça aussi, c'est, disons, un peu des inconvénients, parce que quand on est connecté, on a beaucoup plus de choses à faire, autres choses qui ne sont pas très, je dirais pas très utiles dans la formation. Hein. C'est-à-dire, dès qu'il y a une notification de Facebook, au lieu de se concentrer sur le cours, on va regarder qui nous a écrit, qu'est-ce qui nous a fait un clic de j'aime. Donc ça, il faut faire attention. Il faut avoir, disons, une certaine maturité pour permettre donc d'apprendre.
il faut disons, des institutions d'enseignement supérieur privé qui pratiquent déjà la formation à distance. Peut-être il y en a qui pratiquent en totale formation ouverte à distance, comme le cas de l'IST d'Antananarive. Ils ont déjà, depuis 10 ans, ils ont déjà investi dans le numérique et donc ils disposent d'une formation ouverte à distance. En 2012, donc, ils ont eu l'appui de l'Agence universitaire francophone sur l'utilisation de la formation hybride pour les élèves ingénieurs. En 2016, il y a un projet donc, de formation ouverte à distance, de grade master, dans la mention logistique. Oui, suivant, s'il vous plaît. Sinon, donc, à la faculté d'Aix d'Antananarive, donc, en gestion, donc, il y a une formation ouverte, une formation à distance. À la faculté d'Aix de l'Université de Fenarantou également, à l'École nationale supérieure de Fenarantou, à l'ESCA, à l'ESUM, donc vous avez ici la plateforme à l'UCM, donc c'est en cours de mise en place. Donc, la formation à distance sont déjà présentes dans l'enseignement supérieur et c'est devenu incontournable dans le cadre de développement de l'enseignement supérieur, mais également dans le cadre où on a ici le problème sanitaire avec la pandémie du Covid. Et enfin, donc, dernière slide, c'est dans le contexte actuel, donc, comme j'ai dit, que le système d'apprentissage hybride est incontournable. Donc ça permet donc de combiner la formation présentielle et la formation distancielle. Et aussi, donc, dans ses attributions et sa mission, le ministère donc, mène des actions en intégrant donc, la transition numérique. Donc dans le l'axe 3 hein, du PEM du ministère de l'enseignement supérieur, c'est l'e-gouvernance et l'innovation pédagogique. Et ça permet aussi de développer donc, les référentiels pour la formation à distance au niveau du ministère. Donc c'est des travaux sur lesquels le ministère est en train de mener pour permettre donc d'asseoir et d'avoir un système d'enseignement supérieur accessible et de qualité. Merci de votre aimable écoute. Merci. Merci beaucoup, monsieur le directeur, pour cette intervention très importante. Après, on aura l'occasion de poser des questions et d'en débattre. Hein. Ce ne sera pas seulement des questions. Monsieur Guillaume, c'est à vous maintenant la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le recteur, monsieur le directeur et aimable audience. Permettez-moi de vous saluer et de vous remercier. Je suis extrêmement honoré et heureux d'être là aujourd'hui. À la demande évidemment de l'ESUM et puis à travers notre partenaire UNICEF, qui s'est déchargé en envoyant un partenaire qui travaille, on va dire, dans la digitalisation de l'éducation avec eux. Donc, merci beaucoup pour cette opportunité. De mon côté, en étant en Baza, ça ne veut pas dire qu'on est expert sur tout. Et dans tous les cas, je préfère, dès le départ, vous partager le fait que je ne suis pas du tout un expert en enseignement supérieur. Nous n'avons pas non plus un intérêt direct avec les UM parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas encore travaillé ensemble. Mon rôle aujourd'hui, c'est vraiment d'essayer d'apporter une perspective qui est peut-être un petit peu plus large que les questions, on va dire, de l'MD, d'accréditation et du curriculum, de la pédagogie de l'ESUM, et de partager avec vous quelques éléments de notre expérience chez Viamo, qui est une entreprise sociale
qui avait en fait démarré il y a une quinzaine d'années à Madagascar en tant qu'ONG, qui s'est transformée petit à petit en une entreprise sociale qui est maintenant une entreprise globale. Donc c'est vraiment une success story, comme on dit, hein, une histoire de succès, une petite ONG qui a commencé ici et qui maintenant est une entreprise présente dans environ 35 pays avec des bureaux, et on a des programmes dans une centaine d'autres pays. Et notre rôle, c'est vraiment de faciliter l'accès à l'information. Donc on a vraiment cette mission chez Eviamo de permettre l'accès à l'information de tout à chacun. Autant l'individu, pour que l'individu puisse, vous et moi, puisse prendre les meilleures décisions qui le concernent pour sa vie personnelle, pour sa vie familiale, pour la vie communautaire, mais également permettre l'échange d'informations avec les institutions. Et donc on travaille beaucoup avec ce que l'on appelle les partenaires techniques et financiers, les ministères évidemment, pour également que de leur côté, ils puissent avoir de l'information pertinente qui leur permettent d'ajuster et d'améliorer leurs projets, y compris donc les plans de développement dont Monsieur le Directeur a parlé tout à l'heure. Donc, permettez-moi de commencer un petit peu large sur l'enseignement, on va dire, supérieur, avec quelques chiffres marquants sur les étudiants à Madagascar, que j'ai piqué sur Internet, auprès d'un ministère avec lequel on travaille évidemment, qui est le ministère de la transformation digitale. Et communication, et qui est vraiment, surtout depuis le remaniement récent, aussi un leadership de l'ancien directeur de l'unité de transformation digitale. J'ai pris ça sur leur site. Et donc, c'était très intéressant de voir qu'il y a environ 100 000 nouveaux bacheliers par an, si j'ai bien compris, mais que les places sont évidemment limitées à 80 000 et quelques. Et donc se pose évidemment la question comme le disait Monsieur le Directeur, est-ce qu'il faut se lever à 5 h du matin pour assister au cours, ou tout simplement ne pas assister au cours. Et le ministère, justement, de la transformation digitale, voit la digitalisation de l'enseignement supérieur comme étant probablement une des solutions importantes pour l'avenir. Alors, on a d'un côté le plan national, évidemment, les questions politiques et de volonté politique, et puis on a de l'autre les besoins exprimés, en particulier par les étudiants. Et j'étais informé il y a quelques années d'une étude qui avait été menée dans plusieurs pays en même temps, auprès de environ 20 000 étudiants, sur ce qu'ils souhaitaient par rapport à l'enseignement, et particulièrement l'enseignement supérieur. C'est toujours important de se référer à ce besoin-là de la nouvelle génération qui rentre sur le marché de l'enseignement supérieur et puis ensuite le marché du travail. Et l'université de demain qu'ils dessinent, la fac du futur, comme ils disent, c'est une fac plus flexible, plus agile, mieux adaptée aux nouvelles technologies et surtout accessible à tous et à toutes. Pour 66 plus sur les MOOC, c'est l'acronyme anglais pour les cours de maths en ligne. Et donc il y avait cette demande d'aller dans cette direction, et pour 43%, donc presque la moitié d'entre eux, d'avoir accès à des contenus numérisés qui soient gratuits et donc évidemment facile d'accès. Donc on a parlé de Facebook tout à l'heure, monsieur le directeur. Il y avait également la mention de la part des étudiants de voir comment on pouvait créer des liens entre les réseaux sociaux qui aujourd'hui finalement sont les canaux d'information et de communication de base dans beaucoup de sociétés d'endroits. En tout cas, au milieu urbain, on le constate ici sur Tana, de plus en plus, avec Facebook en particulier. Et donc de créer ces liens-là entre les réseaux sociaux et l'enseignement supérieur.
Alors, qu'est-ce qu'on entend par digitalisation de l'enseignement supérieur, finalement? Dans le numérique, c'est très très vaste. Vous avez parlé d'une plateforme qui est souvent la base, on va dire, mais finalement, il y a une diversité d'outils qui est extrêmement vaste. On parle de formation hybride, c'est-à-dire des cours qui sont donnés en présentiel, et puis un suivi en ligne ou à distance, c'est à peu près la même chose. Il y a des formations qui sont uniquement à distance, qu'elles soient diplômantes ou non. Il y a énormément de... D'ailleurs, on se fait parfois avoir sur ces formations. On pense qu'on va avoir un super diplôme à la fin, une accréditation, et puis en fait, pas du tout. On a juste perdu un peu d'argent sur le compte en banque. Donc, il y a vraiment de tout. Donc, il y a les MOOC dont je parlais, il y a l'acronyme anglais pour tout ce qui est diffusion de masse. Il y a les COC, qui est la version corporate, donc entreprise, de ces MOOC. Donc, on va dire les cours en ligne offerts à l'employé, on va dire en termes de formation continue. Et puis, il y a les SPOC, qui eux sont des cours plus limités, on va dire plus privés, à un nombre limité de participants et de bénéficiaires. Puis au-delà de ça, au-delà des cours, il y a bien évidemment tout ce que l'on peut trouver quand on navigue sur le net. Il y a des systèmes de gestion de l'apprentissage qui sont beaucoup plus développés. Certains apprennent à travers les forums en ligne. Alors il faut faire attention parce qu'aujourd'hui tout le monde se dit expert sur tout dans ces forums-là. On a rarement un vrai enseignant diplômé derrière. Mais ça fait partie de l'apprentissage. Et puis, bien évidemment, il y a la question de plateformes communes. Alors justement, je pêchais un peu sur l'unité transformation digitale de la présidence et avec le ministère maintenant. Il y avait cette ambition de mettre en place une plateforme commune à Madagascar pour faire le suivi de l'ensemble du parcours étudiant, que ce soit les cours, la présence, la gestion des bourses, etc. Et ça a déjà commencé un petit peu en 2021, au début de l'année, avec un certain nombre de recensements des étudiants. Et puis quand on parle de numérisation, ça va au-delà des questions purement d'enseignement, des questions de gestion, comme je viens de le mentionner, y compris par exemple les cartes d'étudiants qui peuvent être numérisées et qui peuvent après donner accès plus facilement aux questions de bourse, qu'il faut payer l'inscription universitaire, etc. Donc finalement très divers comme thématique. Alors est-ce qu'il y a systématiquement des bénéfices finalement à la numérisation? On est en droit de se poser la question parce que c'est un mouvement de masse, c'est un besoin qui est exprimé par les étudiants, mais au final on est tous ce matin très heureux de se retrouver ici dans des locaux et pouvoir échanger en face à face. Et ça c'est quelque chose qui compte énormément, et donc on peut se poser effectivement la question des bénéfices de la digitalisation. Alors évidemment, je suis directeur d'une entreprise sociale qui travaille dans le digital et la numérisation, je ne vais pas vous dire le contraire. Évidemment, on voit un certain nombre de bénéfices. Le premier que je vois, c'est la motivation des participants, insuffler le goût d'apprendre. Aujourd'hui, c'est une évidence pour la génération qui entre, et félicitations à tous les bacheliers dans la salle, qui rentrent donc dans l'enseignement supérieur, c'est quasiment une évidence d'avoir une partie, en tout cas, de l'enseignement ou de sa vie au jour le jour, de son quotidien, qui a une dimension numérique, digitale, de téléphonie, etc. On a tous maintenant quasiment un portable, même si ce n'est pas toujours un smartphone, et ce n'est pas toujours Internet, mais on a au moins un numéro de téléphone. Et puis surtout, ça devient incontournable pour les futurs employeurs, qu'ils soient institutionnels publics ou dans le secteur privé. Et donc d'intégrer une numérisation, une digitalisation, et finalement d'apprendre à travailler avec ces outils digitaux au cours du parcours universitaire est clé. Pas simplement le contenu, mais aussi s'habituer
s'habituer à manipuler un ordinateur, etc. Ensuite, une université centrée sur l'étudiant, comme je pense c'est le cas de l'ESUM, essaiera justement de répondre à ces besoins et aux attentes changeantes des usagers, hein, des étudiants, et comme je l'avais mentionné tout à l'heure, on a les besoins étudiants qui avaient été exprimés pour ce besoin de contenu de plus en plus numérique. Pourquoi? Parce que finalement les ressources, elles sont disponibles et accessibles, il y a une souplesse d'utilisation, je ne vais pas revenir là-dessus, monsieur le directeur l'a mentionné tout à l'heure, de pouvoir avoir accès à ces contenus quand on le souhaite et où on le souhaite, à partir du moment où on a un outil qui le permet, une tablette ou un ordinateur ou un téléphone. Et je voudrais juste rajouter un élément qui va peut-être un petit peu au-delà, on va dire, du parcours LMD, par exemple, qui est la formation continue. Aujourd'hui, grâce à la numérisation et la digitalisation, et j'en reviendrai après sur ce que l'on fait chez Viamo, la formation continue et que la formation tout au long de la vie. Hein, aujourd'hui, on estime que, si mes chiffres sont bons, je crois que 45% des métiers qui seront existants en 2050 n'existent pas aujourd'hui. On ne les a même pas conceptualisés encore, les métiers, parce que ça n'existait pas. Et donc, la formation continue tout au long de la vie est absolument clé. Et puis enfin, le bénéfice, c'est d'avoir une pédagogie qui est probablement plus adaptée, plus ouverte. Avec le digital, avec la numérisation, on peut faire plein de choses très intéressantes. Des enseignements en classe inversée, des enseignements participatifs, on peut se subdiviser en sous-groupes, etc. Alors vous me dites, bon, peut-être ça existait auparavant, mais là il y a une facilité avec le numérique qui est tout à fait captivante. Et puis évidemment, il y a un intérêt de la part des opérateurs, c'est-à-dire les universités, à le faire. C'est un gain en réputation, image de marque, et éventuellement, évidemment, un gain en termes d'augmentation du nombre des personnes qui sont inscrites, donc en termes de durabilité, on va dire, et de revenus de l'université. Alors, je ne veux pas donner non plus l'impression que la numérisation est une panacée, et que c'est une solution à tout. Il y a évidemment un certain nombre de limites. Quand on travaille un petit peu dans l'enseignement, on réfère à l'enseignement pas simplement en termes d'acquisition de connaissances pures. Hein. On parle finalement d'une acquisition non seulement de connaissances, mais également de compétences et d'attitudes. Ces compétences de vie, ces attitudes qu'on appelle en anglais soft skills quelque part, c'est rarement chez soi, derrière son mobile et son ordinateur qu'on les acquiert. C'est à la sortie des cours, dans les couloirs, en discutant entre étudiants. C'est les moments informels qu'on a d'échange avec les professeurs à l'université. C'est tous ces échanges en réel qui peuvent exister au contact du social. Et on l'a vu avec la pandémie et les périodes de confinement, combien c'était dur de maintenir ce lien social. Et je pense qu'il faut d'une manière ou d'une autre pouvoir conserver ça. Et c'est pour ça que les approches qu'on appelle mix, hybrides, entre du présentiel et du numérique, en général, apportent les meilleurs résultats. Au-delà des compétences et des soft skills, c'est évidemment, quand on est à l'université, c'est important, je le dis aux futurs bacheliers, moi-même j'en étais pas forcément conscience quand j'étais étudiant, c'est se créer un réseau d'amitié, un réseau de contacts qui vont après pouvoir mettre le pied à l'étrier dans la vie professionnelle et continuer à échanger. Alors maintenant, peut-être quelques mots sur ce que l'on fait chez Viamo en particulier. Viamo, c'est le diminutif pour via mobile, Viamo. Et donc on donne l'accès à l'information et on met en relation les personnes et les institutions à travers le téléphone mobile.
Et à Madagascar, les taux de pénétration d'Internet étant extrêmement faibles, et les coûts de communication étant extrêmement élevés, notre positionnement, qui ne correspond peut-être pas aux besoins de l'université derrière des Vésubes, hein, et notre positionnement à Madagascar, c'est vraiment sur la téléphonie mobile simple, le réseau 2G. Hein. Alors évidemment, on peut travailler sur smartphone, et on a des apps, des choses comme ça, j'en présenterai une à la fin, mais on travaille surtout sur la téléphonie mobile simple. Pourquoi? Parce que finalement, le téléphone, c'est l'outil le plus simple et le plus à disposition des gens quand ils ont besoin d'avoir accès à une information. En fait, je vous disais, il y a 15 ans environ, cette petite ONG avait été créée par des 30 millions de personnes différentes, hein, d'individus différents, qui ont eu accès au contenu produit et fourni par Viamo, quel qu'il soit, avec plus de 200 millions d'interactions. Ce qu'on va appeler une interaction, c'est l'ouverture d'une app ou d'un contenu spécifique. Alors, la thématique d'aujourd'hui, hein, c'est vraiment le numérique, l'enseignement à distance, la digitalisation comme levier de développement économique. Alors, évidemment, c'est ce qu'on fait le plus à Viamo, c'est pourquoi on pense que la numérisation peut aider au développement socio-économique. Premièrement, on peut avoir une mise à l'échelle qui est beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple. On n'est pas limité par le nombre de formateurs, par exemple. On n'est pas limité par l'accès au lieu ou à la logistique. Enfin, jusqu'à un certain point, évidemment, il y a un problème de crédit, d'accès à l'ordinateur, etc. Il y a une question de qualité aussi. On peut, avec la numérisation, quelque part uniformiser le niveau de formation parmi les participants. C'est flexible, puisque avec la numérisation, on peut aussi individualiser hein, la pédagogie, et donc d'avoir un suivi plus rapproché, qui permet des ajustements. Et puis souvent, c'est pas toujours le cas, mais souvent, c'est plus accessible en termes de coûts. Donc tous ces critères-là ensemble font que la digitalisation participe au développement socio-économique du pays pour tout un tas de segments différents de la population, des secteurs économiques. Chez Viamo, tous les jours, ici à Madagascar, on interagit d'une manière ou d'une autre avec des personnels, des équipes décentralisées, donc par exemple les directions régionales de la santé, avec les agriculteurs, vraiment pas besoin d'intermédiaires, mais les agriculteurs eux-mêmes qui ont accès à nos contenus. On travaille de temps en temps aussi avec les enseignants et les étudiants en direct. En ce moment où je parle, on n'a pas un projet spécifique là-dessus, donc je ne peux pas non plus survendre ce que je fais, mais on sait le faire. On travaille beaucoup avec les travailleurs de la santé communautaire, hein, les agents communautaires, et puis on travaille avec les entrepreneurs, par exemple, les différentes personnes dans les chaînes de valeur agricoles. Et comme je disais, on peut pousser un petit peu, on peut produire tout type de contenu, qui ne soit pas forcément celui d'un curriculum d'université. Donc là, on a un service qui existe ici à Madagascar qu'on appelle le service 3 de 1. Il suffit, si on a un téléphone RTL, on appuie sur les touches 3 de 1, et on a accès à ce service-là. Si on a un téléphone Telma ou Orange, on appelle un numéro long, donc 033 00 321, etc. Et en fait, on a une sorte d'internet vocal, en quelque sorte, mais basé sur les besoins en développement et les besoins sociaux. Hein, chez Viamo, on ne vend pas des yaourts, on vend du savoir et du contenu de développement, du savoir humain, du savoir social. C'est pour ça qu'on travaille avec les partenaires techniques et financiers, et pas forcément avec
avec tout le secteur privé, par exemple. Et donc, sur ce service, et c'est juste un service parmi d'autres existants ici à Madagascar, les personnes peuvent pianoter sur leur téléphone, simple, avec les touches de 0 à 9, et écouter il y a plusieurs milliers de messages existants sur ce service-là. Et en plus, c'est gratuit ce service. Certains opérateurs les prennent à charge. Donc, il y a autant des contenus, on va dire, les plus demandés en 2020, en numéro 0, c'est-à-dire le premier que les personnes entendent, peuvent pianoter dessus, si on a mis la Covid, parce qu'à l'époque c'était vraiment l'élément qui était le plus demandé par la population. Mais on peut toucher des questions de planification familiale, d'environnement, etc. On travaille avec les ministères pour digitaliser des calendriers culturaux. Cet après-midi, j'ai une réunion à la DG. Comment ça marche, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, c'est juste un exemple parmi plein d'autres qui peuvent exister avec d'autres entreprises ou d'autres partenaires. Agents de santé communautaire. On a travaillé avec le ministère de la Santé, qui ont récupéré les numéros de téléphone des agents de santé communautaire pour leur fournir le savoir, la connaissance sur comment est-ce qu'ils doivent. L'Internet est gratuit ici. Voilà, rentrer chez soi et avoir accès au contenu, quand même, sans avoir l'Internet chez soi, la connexion chez soi. Donc voilà, il y a plein d'outils qui existent comme ça sur le marché. Certains on le fait, d'autres on ne le fait pas, il y a des compétiteurs, il n'y a pas de souci avec ça. Mais voilà, donc c'est tout un panel en fait d'intervention qui est possible. Et parce que parfois on est un peu réticent sur ce type d'approche, je voulais juste montrer les résultats de la formation qu'on avait fait avec les agents de santé communautaire. Une fois que les personnes avaient décroché le téléphone, c'est-à-dire on avait finalement eu les bons numéros, 3000 d'entre eux environ sur les 6000, on en a 2500 à peu près qui sont allés au bout d'au moins un module et qui ont répondu correctement aux questions sur l'acquisition des connaissances à la fin. Donc c'est quand même des résultats assez probants. Maintenant, comme je disais, c'est pas forcément une panacée. Hein. Je lisais récemment une expérience de Harvard, donc université bien connue. Dans les premières années où ils ont lancé leur MOOC, ils ont eu plus d'inscrits en une année qu'en 400 ans d'histoire. Donc, évidemment, se poser, waouh, c'est impressionnant. Et la petite histoire, c'est que moins de 95% ont en fait fini et ont fait le suivi de leur formation. Donc il restait 5% à la fin. Donc voilà, alors c'est tout ça pour dire que, finir sur cette note un peu légère, dire que voilà, c'est la digitalisation offre des opportunités qui sont vraiment incroyables, mais ce n'est pas la panacée en tant que telle. Souvent les meilleures approches sont celles qui sont hybrides, celles où on peut avoir accès à une variété d'enseignements au cours de son parcours universitaire et son parcours de vie, j'aurais tendance à dire. Donc voilà, merci beaucoup pour l'écoute, et puis pour les questions. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Guillaume Sauval, pour cette intervention très intéressante. Et j'espère que l'assistance aura des questions ou bien aussi des débats appropriés par rapport à tout ce qui a été dit tout à l'heure. Maria na fotsiny atao mitety azy a fa hitantsika ao anaty plateforme dessus daholo zao raha manontolo zany zao conférence débat zao a dia afaka sokafanareo fotsiny www.esum.academy dia na manatona aty zany nareo dia hitanay manontolo ao le débat. Et on peut poser les questions soit en malgache, soit en français. Et il reste une question de
Rasotori ba tao fohifohy a, dia ilay micro zany mba alefa mivaladia azafady a. Teny voalohany ary io. Je me présente d'abord, je suis le général de division Rassouf, fraîchement retraité de la gendarmerie Malgache. Et d'abord, j'ai, disons, quelques expériences en enseignement, puisque j'étais directeur de la communication et des relations extérieures au sein du secrétaire d'État de la gendarmerie. Et j'étais aussi commandant des écoles et des formations au sein de la gendarmerie. Moi, je suis convaincu que le futur appartient aux jeunes. J'ai des enfants, donc je suis très intéressé par cette conférence débat. Donc j'ai des questions et des remarques pour essayer de mettre du sel à notre débat. Tout d'abord, il y a des domaines d'enseignement, des études, où c'est quand même assez difficile d'apporter la solution digitalisation et numérisation. Je prends un exemple, la médecine. Comment, avec la haute technologie, apprendre en pratique pour faire une autopsie médico-légale? C'est-à-dire, en cas de meurtre, chercher, utiliser le bistouri, chercher où est l'origine de la blessure, du meurtre, etc. C'est assez difficile d'adapter la solution numérisation pour ce cas-là. Donc il y a des domaines où la solution numérique n'est pas une solution. Deuxièmement, ce sont des remarques et des questions. Deuxièmement, la numérisation, la digitalisation de l'enseignement amène aussi des nouveaux métiers. Par exemple, comment être un bon professeur d'université avec l'enseignement à distance? C'est-à-dire être près de l'étudiant pour enseigner, mais géographiquement loin de l'étudiant. C'est un nouveau métier, et c'est pas facile. Et ça amène à la question, comment faire pour un coaching à distance? Un coaching à distance. Le but, on a le même but, le professeur a le même but que l'étudiant d'apprenant. C'est que l'étudiant réussisse dans ses études. Surtout qu'il n'y a pas, moi je crois qu'il n'y a pas d'apprenant, même avec l'enseignement à distance, il n'y a pas d'apprenant totalement indépendant et autonome. Il n'y a pas. Il y a toujours une empreinte du professeur. Et comment faire ça, pour ça? Moi, je tombe sur ces lauréats du baccalauréat. Moi, je pourrais dire que, avec la haute technologie, Facebook, etc., trop d'informations tue l'information et la formation aussi. Je répète, trop d'informations tue l'information et tue l'enseignement de la formation. Moi, je crois que ces lauréats de baccalauréat, je crois, du plus profond du cœur, qu'ils n'étaient pas des accros au Facebook. Ils n'étaient pas des accros au Facebook. Si j'étais des accros au Facebook, ils ne seront pas lauréats. Et une remarque aussi, surtout aux États-Unis. Moi, je suis un ancien étudiant de la France, des États-Unis, j'ai beaucoup voyagé. Surtout aux États-Unis, on met l'accent sur les success stories. Il y a des livres qui sortent, qui montrent comment Rockefeller a réussi, comment, je sais pas, l'Université d'Harvard, comment ces Américains et ces Français qui ont réussi, donc des livres sur success stories. Et on parle que les clés de la réussite dans la vie universitaire, scolaire, etc., ça ne s'apprend pas dans les universités, ça ne s'apprend pas dans les écoles. Et je me demande si ça s'apprend où alors?
c'est une question pertinente. Donc, il faut essayer toujours d'adapter l'enseignement au milieu professionnel. J'ai appris qu'avec la mondialisation, puisqu'on enseigne ici à l'école supérieure de management, des capitaines d'industrie, des entrepreneurs, etc., j'ai appris que les sociétés, les entreprises, les sociétés qui marchent bien, ce sont des sociétés qui ont une large gamme de clients, de clientèle. Moi, je développe, je lance une proposition. Pourquoi ne pas mettre une mention anglais des affaires à l'ESUM? Il y a des sociétés qui marchent bien parce qu'ils ont des clients francophones et des clients anglophones. C'est la mondialisation, c'est le professionnel d'aujourd'hui. Merci de votre attention, je vous remercie. Donc, on va passer à la deuxième question, les deux autres questions. On va répondre à la fin des trois premières questions. Misaotra betsaka ny toeram-pianarana manazo zavatra zao any tanora fa zava-dehibe zao. Faharoa manaraka an'izay a, manararoatra ny fahitana ny directeur izay ao amin'ny enseignement supérieur. Iarahantsika mahita zao ohatra ny JIRAMA manao fandarana kely mba anatonany ny vahoaka, ala-pahalalana ny zavatra tena ilaina. Dia zahay zany mba mangataka ny resaka le hoe mention, resaka amin'ilay resaka école zany misy hoe habilité, dia ohatran'ny hoe vaky fotsiny fahalalan'ny tanora azy, fahalalan'ny vahoaka azy. Dia misy olona mahavita fianarana, manao informatique izy ohatra, andehanao stage dia tsy valable ny diplôme. Mba mangataka zany zay satria eto ianao zao tompony andraikitra voalohany, tokony mba tena hisy fampahafantarana mazava an'izany, ka rehefa hifidy ny lalaka lehany tanora dia tonga dia mahita hoe ty zany raha miditra ato ara-dalàna ny zavatra ataoko, fa tena be dia be ary izay ray aman-dreny tena voa tamin'izany dia misy moa miazakazaka makany amin'ny ano fa tsisy azo atao ninina intsony voaka le diplôma fa teny any amin'ny toeram-pianarana hafa hoe tsy valable fa tsy ao le mention, tsy ao le accrédité sy ny rehetrarehetra zany fa tsara mba. Dia faharoa manaraka an'izay au niveauan'ny ministèren'ny enseignement supérieur koa misy zavatra tsara navoaka tany dia ilay hoe raha série manana baka ianao reto ny zavatra azo atao, manana baka dia navoazina liste tamin'ity année scolaire ty dia mivoaka hatramin'ny hoe raha manana baka L ianao, baka OSE, dia mangataka izay mba atao large diffusion zany mba ho tonga any amin'ny lycée satria dans la pratique zany le kisy tena any dia efa manontany mba tianao an'izao zay, inona ny raha tianao. Je vous remercie de m'avoir donné la parole. Je suis juriste de formation, enseignant à l'ESUM et consultant juridique. Et ma question, je profite de monsieur le directeur de l'enseignement supérieur ici, c'est la politique de l'emploi et des incubateurs entrepreneuriales avec l'enseignement supérieur. J'aimerais avoir quelques données sur cela. Et puis, deuxièmement, la question c'est la méthodologie, la discipline, la pédagogie et l'organisation des étudiants face à la digitalisation, face aux nombreuses distractions qui est sur Internet. Et puis, la recherche pour les étudiants. Moi, j'étais à l'université il y a une dizaine d'années. Je faisais des recherches et il y avait trop de documents, pas trop de qualité, et comment orienter les étudiants face
site web et webographie de qualité. Et dernièrement, aspect plus sociologique, c'est peut-être une remarque. Il y a peut-être, comme monsieur le représentant de FIAMOM avait dit, qu'il y a une certaine distance entre étudiants et enseignants, professeurs, surtout dans les universités francophones, aux universités anglaises. Je ne sais pas si ça existe, mais dans les universités francophones, ça a été très bien documenté et étudié. Comment réduire cette distance intellectuelle entre étudiants et enseignants des universités pour qu'il y ait plus de connexions, plus d'échanges, plus de recherche et d'innovation dans la vie étudiante. Voilà mes questions. Merci beaucoup pour ces différentes questions. Je vais résumer un peu, je vais un peu intervenir, parce que quand j'étais encore doyen de l'université d'Antananarivo, on a proposé la mise en place d'une plateforme permanente qui assure la rencontre entre le milieu des affaires, c'est-à-dire les entreprises, les groupements des entreprises, avec l'université. Et cette plateforme devrait se réunir au moins 3 fois par an pour qu'on puisse échanger donc, de l'évolution des besoins au niveau du marché du travail issus de ces entreprises et de ces groupements. Je ne sais pas si ça marche encore au niveau de l'université, parce que c'était un projet avec le Bureau international du travail. Et on a aussi mis au niveau de l'université d'Antananarivo un centre d'incubation pour les étudiants. Donc il y avait déjà des initiatives, mais des fois le problème c'est que quand on quitte la fonction, tout ce qu'on avait proposé, on les laisse aussi de côté. Mais c'est pour cela que j'ai proposé qu'il faut prendre la responsabilité au niveau du ministère, parce que c'était une initiative au niveau de la faculté. Bon, c'est pas moi qui réponds aux questions, mais je réagis tout simplement en tant que conférencier aussi. Il y avait la question de M. José, le professeur adjoint du LMA. Là aussi, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Donc la question, M. Guillaume, parce que c'était posé à moi le cas, c'est que les lycéens ne comprennent pas bien le fonctionnement des universités. Parce qu'il y a des mentions qui sont habilitées, accréditées, mais il y a beaucoup de formations supérieures privées qui ne sont pas habilitées, accréditées, mais qui distribuent des diplômes, et ça pose des problèmes après parce que les bacheliers ne connaissent pas si c'est habilité ou accrédité. Ils ne connaissent même pas qu'est-ce que ça veut dire accrédité, habilité. Là aussi, je sais, en tant qu'enseignant à l'université, qu'il y a chaque année une liste des universités accréditées et habilitées par l'État. Comme les SUP, par exemple, on avait eu récemment notre arrêté d'habilitation pour des mentions. Et il faut donc que vous connaissez, et je pense que c'est exposé dans le site internet du ministère. Ao anatin'ny site ministère antsika koa zany tsy dia manana zay fahazarana zay, fa tsika bachelier reo zao rehefa mijery internet tsika dia mba jereo le siten'ny enseignement supérieur ou même monsieur le directeur reo zay ngambany, satria ao ny listre l'université habilité, ao ny listre ny accrédité. Voazavo any atao hoe ahoana ny fahazonany accréditation, na ny eny amin'ny université an'Antananarivo ary ny faculté misy azy ao faculté EGS misy anay économie, gestion, sociologie betsaka amin'ny formation mbola tsy accrédité monsieur le directeur fa habilité, fa le accréditation ny amaty zavatra hafa eny, fa rehefa habilité anao dia efa mahazo diplôme reconnu par l'État zany anao zay. Fa le accréditation, les qualités, les spécialités, monsieur le directeur, il y a des exigences PDP, exemple,
pour répondre à la question, il faut visiter le site du ministère et monsieur le directeur va donner de plus amples informations après. Et il y avait aussi la proposition sur la large diffusion auprès des lycées et des débouchés, des bacheliers. Ça aussi, peut-être, monsieur le directeur peut apporter plus d'éclaircissement là-dessus. Et la troisième question, c'est la question de notre enseignant juriste, la politique de l'emploi, les incubateurs, comme je vous ai dit tout à l'heure, au niveau de l'université d'Antananarivo, on a initié ça. Et c'est pour cela qu'il y a la suite, donc c'était ce salon de l'étudiant. Chaque année, il y a le salon de l'emploi et de l'étudiant. Il y a un salon virtuel de et il y a encore salon virtuel, etc. Donc c'est la suite de ce qu'on avait initié. Et là aussi, donc, monsieur le directeur va apporter plus d'éclaircissement pour nous informer. La méthode pédagogique face à la digitalisation, monsieur Guillaume Sauval a commencé tout à l'heure à initier, mais peut-être que ça, on peut continuer à s'étaler là-dessus. La recherche, documents, sites, etc. Ça aussi, monsieur le directeur, j'étais vraiment impressionné parce que même aujourd'hui, je suis toujours contacté par le CIDST. Au niveau du CIDST, il y a une bibliothèque numérique qui permet à tout le monde d'avoir accès à tous les documents très importants dans le monde entier. Il y a à peu près 3 millions de documents. On nous a formés. Et moi-même, j'ai visité le site. J'ai vu 5000 documents qui concernent mon domaine d'intérêt. Et moi, j'ai dit, oh là là, et c'est ça donc le problème d'information. Il y en a. Et vous pouvez devenir membre de ça aussi. Donc c'est possible. La recherche, en fait, mais il y a, quand j'ai fait mon doctorat en économie, quand même, il y a des documents qui sont codés, qui sont payants, et c'est très cher. Mais j'ai vu au niveau de la CDST, parce qu'ils ont une coopération avec l'université, et on paye, mais au lieu de payer 300 €, 500 €, 1000 €, des fois, on ne paye que 10 € ou 5 € pour avoir accès à ces documents-là. Donc là, il y a un manque d'informations, justement, à ces niveaux-là. Donc voilà les 3 questions, messieurs les panélistes, qui va commencer à répondre. Peut-être on va commencer par monsieur le directeur. Merci monsieur le recteur de m'avoir donné la parole. Oui, il y a beaucoup de questions. Bon, je prends la première question donc, du général de division Raslouf. J'essaie d'apporter des éléments de réponse. Est-ce qu'il y a des domaines où c'est difficile d'adopter la formation à distance? Justement là-dessus, c'est qu'il faudrait avoir une politique de l'innovation, non seulement pour un domaine ministériel, pas pour l'enseignement supérieur, mais pour tout le pays. Parce que l'innovation, ça permet en fait d'apporter un plus au niveau socio-économique, au niveau individuel. Et ça permet de permettre, vous avez en parlé tout à l'heure de la médecine, d'apprendre en pratique. Vous avez, par exemple aussi en militaire, hein, pour tirer et tout ça. Ouais. Mais tout est faisable. Par exemple, hein, vous avez des simulateurs pour piloter des avions. Alors que, par exemple, quelqu'un qui joue beaucoup, hein, enfin, je veux dire, un jeune qui joue beaucoup au simulateur d'avion, ben, il est capable, donc c'est-à-dire qu'il a, disons, la capacité de piloter sans avoir vraiment des expériences réelles, mais ça veut dire qu'il peut facilement faire de la pratique une fois qu'il a la pratique au niveau virtuel ou numérique. Donc ça c'est possible, hein. Normalement il doit avoir tous les moyens comme on a dit tout à l'heure, monsieur Sauval qui a dit tout à l'heure,
le métier de 2050 n'est pas encore développé maintenant. Mais ça pourrait, c'est peut-être notre lauréat qui vont y pratiquer. Là, pour l'instant, hein, comme vous voyez, bon, pour l'instant, nous, on est un peu en retard au niveau communication. On travaille encore en 2e génération, 3e génération, 4G, 4e génération, sur la télécommunication. Maintenant, le 5G permettra de tout faire, d'avoir une large éventail d'applications. Et c'est peut-être aussi les métiers des futurs jeunes qui ont leur bac maintenant. Comme j'ai vu qu'il y a beaucoup de séries, il y a des séries ici, ça peut être donc des métiers sur lesquels l'avenir leur attend. En fait, ce qu'on a, c'est que les sciences, comme ça a été dit tout à l'heure avec Harvard, c'est que par exemple, la science, ça a mis du temps à se développer, mais la science qui a beaucoup développé exponentiellement, c'est-à-dire très rapidement, c'est l'informatique. Pourquoi l'informatique? Grâce au partage des connaissances. Généralement, avant, c'était payant d'avoir des connaissances en informatique, parce que les entreprises en voulaient. Hein. Il y en a qui ont fait des fortunes là-dessus, Bill Gates, ceux qui ont aussi construit Apple, Steve Jobs, ceux qui font... Mais en informatique, en fait, il y a deux choses. Il y a la partie où on développe avec un droit libre, c'est-à-dire que toutes les connaissances, tous les développements effectués par chaque individu est partagé par la communauté. Et c'est à partir de ça qu'on arrive à faire, en partant du téléphone avec les lignes, en passant par les GSM 2G, maintenant on est à 5e génération. Quelle est la différence entre ces générations? La 2G, donc, c'est déjà le téléphone sans fil, avec le transport des données. 3G, c'est qu'on transporte un peu plus de données. Avec le 4G, c'est l'Internet, avec tous ces panoplies, le son, les vidéos, la connexion Internet. Mais avec le 5G, c'est beaucoup plus large que ça. En Chine, par exemple, quand ils ont fait une démonstration du 5G, c'est que un docteur, un chirurgien, je dirais à Beijing, donc au Pékin, il fait une chirurgie en direct à Guangzhou. Donc ça veut dire que avec la capacité de transport des données, on peut commander à distance des robots qui permettent donc de faire la chirurgie en direct, mais sans être sur le lieu. Et c'est une chirurgie de précision. Voilà, donc ça, ce que j'apporte un peu, donc, qu'il existe des domaines, mais c'est l'innovation qui permettra par la suite d'aller en avant, donc, sur ces domaines où on pense que c'est pas accessible avec la formation à distance, mais les moyens permettra de faire ça. Juste pour apporter un élément de réponse à la question, parce que c'est un débat, comme on dit, tout excès est mauvais. Si on va à l'excès de digitalisation, de numérisation, c'est pas bon. Surtout pour l'homme humain. Là maintenant, à l'extérieur, l'homme reste l'homme. Moi, je ne suis pas partisan de tout digitaliser. Imaginez un peu. Maintenant, on propose des poupées gonflables, robots, à faire l'amour. Vous avez ça? Entendez-moi? Faire l'amour avec un poupée gonflable, robot. Merci. Et finalement, vous savez, la solution, monsieur le directeur, avant d'aller à la digitalisation, c'est dans la politique de l'État, il y a toujours une période de transition. On va dans les solutions hybrides d'abord, et c'est après qu'on va à la totale digitalisation. En fait,
je suis pas tout à fait d'accord dans ce cadre-là, parce que, disons, la digitalisation, c'est l'utilisation qui est mauvaise. Ce n'est pas simplement la connaissance de faire la digitalisation. En fait, digital, ça veut dire simplement, en anglais, c'est digit, c'est 0 ou 1. Tout ce qu'on fait avec la couleur et tout ça, c'est fait simplement avec la logique mathématique qui est de 0 ou 1. Soit c'est vrai, soit c'est faux. Il n'y a pas de juste milieu. Mais actuellement, donc, on peut faire avec la science, avec la connaissance, avec le développement de la dire à quel moment on dit que c'est blanc, à quel moment on dit que c'est noir, à quel moment on voit un verre plein, ou à quel moment à moitié plein, à quel moment on voit un verre à moitié vide. Donc ça c'est, disons, la digitalisation, donc c'est, disons, un moyen qui permettra, je ne dirais pas de faciliter, mais un moyen, c'est un outil qui a permis de développer des pratiques et d'aller plus vite. Comme on a dit tout à l'heure, c'est que Harvard a dit que en une année, ils ont des inscriptions qu'on n'a pas pu faire en 450 années. La digitalisation aussi, ça permet d'avoir, par exemple, moi, j'ai pas, quand j'ai fait mes études, j'ai pas les moyens, ni mes parents, d'aller étudier à Harvard. Maintenant, les jeunes, ils peuvent s'inscrire, ils peuvent avoir tous les cours sur Harvard. Bon, après, c'est autre chose d'avoir le certificat ou le diplôme, mais vous pouvez accéder donc à toutes les universités de l'autorité dans le monde. Si vous voulez avoir, par exemple, des cours de l'EPFL, l'École Polytechnique de Lausanne, ben, vous allez sur Internet, vous pouvez voir et vous pouvez y accéder. Et c'est gratuit. Il faut le savoir, il faut donc, disons, un moyen d'orienter pour permettre aux étudiants de connaître les informations nécessaires pour cela. Bon, je continue à comment faire pour un coaching à distance. Et ça, normalement, donc, c'est qu'il y a toujours, disons, même le métier d'enseignant, comme dans l'ODD4, on a dit qu'il y a c'est un apprentissage tout au long de la vie. Et c'est aux enseignants de se transformer aussi, d'apprendre à être des tuteurs, à être adaptés donc le mode d'apprentissage suivant le contexte. On ne va pas faire pour un prof qui était brillant il y a 20 ans, avec son cours sur papier, il ne va pas le faire le même cours avec. Ça c'est vu à l'université. Hein. C'est depuis 20 ans, il a fait le même cours, et c'est un étudiant après 20 ans qui a dit il y a une erreur dans votre cours. Et ça donc c'est assez grave, je dirais c'est assez grave, mais en fait il faut s'adapter. Donc c'est aux enseignants aussi de s'adapter pour permettre donc d'assurer le savoir pour avoir des compétences, le savoir-faire le savoir donc c'est pour l'acquisition des connaissances, le savoir-faire pour les compétences, mais également le savoir-être pour être quelqu'un d'être complet une fois qu'il est sorti de la formation. Ça, en fait, c'est un peu... notre conception des universités n'est pas, comme disait tout à l'heure, c'est un peu différent au niveau francophone qu'au niveau anglophone. Parce que dans les universités anglophones, il y a une partie de culture générale, de savoir-vivre, qu'on apprend au niveau du campus universitaire. Un campus, c'est déjà une petite ville où on apprend à vivre, et une fois qu'on est sorti, on est capable de vivre en société. Mais c'est un peu... Cette notion n'est pas vraiment perçue, je dirais, francophone, hein. Mais bon, à Madagascar, c'est un peu... Si on regarde Madagascar, généralement, quand on va à l'université publique, c'est la grève. Chaque année, il y a toujours une grève. Bon, les raisons, il y a beaucoup de raisons, mais on est étiqueté à ça. Alors que on doit apprendre
dans un environnement de l'enseignement supérieur, c'est d'apprendre, en fait, c'est le bout de la forme de l'éducation. L'éducation se fait donc tout au long de l'éducation fondamentale, post-fondamentale, et s'achève donc pour rentrer dans la vie professionnelle, c'est finalisé donc au niveau de l'université. Et normalement, c'est que dans un environnement de l'enseignement supérieur, ça permet de former les jeunes pour être directement opérationnels dans la vie active. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai tout répondu. Numérisation, nouveau métier, comment être un bon enseignant. Bon, ça c'est, une fois c'est, disons, une innovation au niveau de l'enseignement, mais il faut aussi toutes les mesures d'accompagnement nécessaires au niveau du ministère pour que l'enseignant puisse, disons, prendre en main donc l'enseignement à distance. L'étudiant et l'enseignant. Il faut que l'enseignant fasse des vidéos pour que l'étudiant puisse voir « Ah, c'est lui l'enseignant », mais pas simplement la voix. Ça permet donc asseoir une réussite pour l'enseignement à distance. Après, voilà, question de M. José, proviseur adjoint du LMA. Effectivement, pour l'enseignement supérieur, on a déjà des plages d'horaires au niveau de la radio nationale, au niveau de la télévision nationale. Normalement, notre DETIC, il vient de l'RNM, normalement, il y a déjà des émissions associées à l'enseignement supérieur. Par exemple, pour parler du système LMD, il y avait donc le 17 août, sur les cahiers de l'étudiant, dans le journal Les Nouvelles, le 17 septembre, pardon, il y avait un cahier de l'étudiant qui explique tout l'ensemble des systèmes au niveau de l'enseignement supérieur. Normalement, avant le baccalauréat, les services du baccalauréat, quand ils vont dans les régions, dans les districts, dans les centres d'examen, ils font des séances de sensibilisation et d'orientation, d'information plutôt, pour les étudiants au lycée. Mais ce n'est pas suffisant. Il faudrait que le ministère fasse un peu plus. Avec la maison de la communication des universités, il y a des salons de l'étudiant organisés par le ministère, mais le problème, c'est généralement ça se passe à Tananarive et que dans les provinces, faute de moyens, il n'y en a pas tellement de... disons, il y a un décalage un peu là-dessus. Une solution qui a été apportée par les universités, par exemple l'université d'Antananarive, c'est vu la pandémie, ils ont organisé un salon de l'étudiant virtuel. Et c'est disponible tout au long de l'année. Mais il faut toujours que les publics cibles soient sensibilisés et mettre au parfum que ça existe. Et donc, du coup, normalement, donc, avec le plan sectoriel de l'éducation, il y a des projets sur lesquels on essaie de mener à bien entre les deux secteurs, sous-secteurs, pour permettre donc d'avoir vraiment un continuum entre l'éducation de base et l'enseignement supérieur. Et ça, actuellement, donc, il y a avec un projet avec le SCAC, un fonds de solidarité pour des projets innovants. Il y a quand même des projets au niveau de l'enseignement supérieur pour permettre donc d'avoir comment on fait pour aider la réussite des étudiants. Et évidemment, dans ce projet-là, on va intégrer donc l'orientation, séance d'orientation des étudiants. Il y a également aussi dans le Fonds commun de l'éducation, financé par l'AFD, on a mis l'accent sur le continuum entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur. Après, au niveau du MESUPRES, quand on parle quelles sont les pratiques que les lycéens peuvent faire avec le bac série A, série L, série OSE, et ça c'est un travail, disons, ensemble,
parce que ces séries-là, donc, c'est dispensé au niveau des lycées, c'est-à-dire le secteur de l'éducation de base. Mais on travaille ensemble pour permettre de voir quelles seront les filières ou les mentions, les offres de formation que les étudiants peuvent continuer avec ces mentions, avec ces options-là, et quels seraient les débouchés. Et ça, généralement, au niveau de chaque université, il y a des services d'orientation qui permettent de voir déjà en amont quels sont, à l'université de Tenerife, je sais que même sur leur site, il y a une orientation qui permet d'avoir une liste des métiers et quels sont les prérequis nécessaires, les formations nécessaires pour permettre aux étudiants de viser ce métier-là. Actuellement aussi, pour le digital, moi je dirais que les jeunes, actuellement, on leur donne un téléphone, smartphone, ils font tout avec. Ils peuvent apprendre très vite et ils peuvent... bon, c'est des vieux qui n'arrivent pas à suivre le développement du digital. Mais eux, ils font... Par exemple, je dirais, comme on attend les success stories, au niveau, par exemple, des en informatique, à l'École nationale d'informatique, soit à l'École de management, de l'innovation et de la technologie, les jeunes, ils n'attendent plus disons, à trouver de l'emploi dans le public pour être fonctionnaire ou dans le privé. Ils font des freelances. C'est-à-dire qu'ils se mettent dans un réseau où il y a des offres, des propositions, des freelances, et ils font le développement. Ils font des petits développements. Il y a des appels d'offres du monde entier, hein, et ils se font payer, par exemple, par un pool, en développant quelques applications. Et ça permet c'est un moyen actuellement pour les jeunes de faire financer leurs études et d'aller plus loin et de développer leur réseau dans ce cadre-là. Et ça permet de vivre très largement avec plus que le salaire maximum qu'on gagne à Madagascar. C'est-à-dire qu'en restant ici, sur place, derrière son ordinateur, en faisant le travail, développement. C'est pas simplement un développement, ça peut être des designs et tout ça. En restant chez soi, avec une bonne connexion simplement, ça permet d'avoir lancé son propre entreprise, et avec la notoriété qui gagne dans ce start-up, il permet de faire travailler quelqu'un qui peut faire le développement comme lui. Voilà, donc ça c'est un peu la question. Et sinon, un dernier point, donc ça a été déjà répondu par monsieur le recteur, c'est qu'il y a des bibliothèques numériques qui sont installées au niveau des universités, mais généralement c'est l'accès qui pose déjà des fois des problèmes ou la méconnaissance de l'existence. Mais quand on fait des études, généralement, il n'y a pas mieux que d'avoir un livre, vraiment le livre qu'on peut feuilleter. Le digital, c'est important. C'est facile d'avoir beaucoup d'informations avec le digital, mais des fois, si on a des vrais livres sur lesquels on peut garder, avoir des bases de connaissances nécessaires pour acquérir ces connaissances-là, il n'y a pas mieux que d'avoir un livre. Après, je dirais la politique d'emploi. Donc là, j'ai parlé un peu de start-up pour les jeunes, mais généralement, récemment, donc, il y avait une convention signée par le CIM, la société, syndicat des industries de Madagascar, avec les ministères MICA, donc les industries du commerce, et aussi le ministère de la fonction publique et le ministère de l'enseignement supérieur représenté par l'université d'Antananarivo, l'IST de Tananarive, après il y a l'UCM et l'ISCAM, je crois,
non pas l'ICM, mais l'IFT, c'est un pôle stage, c'est-à-dire que ça permet de donner donc des formations aux étudiants qui sont en fin de cycle, c'est-à-dire de grade licence ou en grade master, et également de donner des formations d'entretien et donner aussi des stages pour leur permettre déjà de s'insérer dans la vie professionnelle avant de rentrer vraiment dans la vie professionnelle. Donc ça existe, mais il faudrait renforcer et développer ça à plus large échelle pour que les étudiants puissent accéder à ces appuis par faire la passerelle entre les entreprises et les universités. Voilà, merci monsieur le directeur. Mandehibeny fotoana misy conseil kely meko ny mpianatra vo afaka baka teo a dia tsy azavaly indrindra nareo rakizy fa ny vaovao meko anareo ny université n'Antananarivo aloha dia mbola amin'ny herintaona nareo vao hianatra eny. Izay zany no vaovao a dia hoy izay hoe aza miandry izay raha misy zavatra atao. Jereo za tsy hitenareo malova inscription atao lesio soanareo izay zao efa misokatra ho any 12 octobre tsaratsara koa mianatra aloha dia amin'izay ianao tsy lany andro mivezivezy ray zay. Faharoa manarakaraka an'izay a betsaka nareo manontany ahy momba ny resaka bourse extérieure dia zao ny conseilko amin'ny ankizy. Ny ankizy vao afaka baka dia sarotra ny mahazo bourse extérieure ho an'ny bachelier sarotra. Sauf que hoe ianareo le lauréat reo zao a misy possibilité ana bourse cas exceptionnel nareo a mbola ho jerevana eny amin'ny université ihany moa zay nandraisany any anaranareo teo a satria hitanareo tsara zay miara-miasa akaiky amin'ny université. Fa ny conseil fotsiny zany dia efa tsara nareo anatina ny service d'action culturelle ny ambassade de France manontany ny possibilité na bourse d'étude. Tsara koa nareo manontany ny any amin'ny CONAPEX raha misy fa ny fahafantarako azy aloha tsisy any. Fa ino a sarotra satria misy mantsy zao aminareo lauréat reo tonga dia mieritreritra tokony ho boursier. Oui, fa raha sanatria tsy boursier dia ahoana azy dia misy hoe miandry boursier dia tarakeo ianao fa reo mianatra aloha. Fa safidio tsara zany zay fianarana ataonareo. Par contre raha vao mahavita master ianao licence ary matetika na master dia feno ny bourse. I Australie zao efa nitenenany université Melbourne hoe mitady ny doctorant zay sy olona manana master hianatra aty aminay mahita ve ianao ama ancien doyen faculté d'Aix université Melbourne Australie. Dia raha ohatra zany ka misy nareo intéressé amin'izay dia ameko anareo fotsiny le site satria ny site manao an'ilay inscription fa tsy aty amiko. Dia ohatr'izany l'université en Canada ka raha vao mahazo le master zany ianao sy le licence matetika moramora koa mahita an'le bourse. Dia zay ny ataoko hoe donner l'opportunité de faire. Merci monsieur Guillaume. Merci beaucoup. Je pense que déjà beaucoup de choses ont été dites par vous-même et monsieur le directeur. Je ne vais pas en rajouter énormément sur cette question de distance. Le premier message, c'est probablement au corps enseignant de ne pas avoir peur de la digitalisation et de l'utiliser du mieux possible. Pour reprendre un peu l'analogie qu'on avait là sur Harvard, je crois que c'est en 1853 à Boston, donc là où il y a l'université, la bibliothèque a décidé de devenir publique. C'était la première fois en fait que les bibliothèques, l'accès au savoir allait devenir public, gratuit. Et il y a eu toute une frange du corps enseignant et de l'élite probablement bourgeoise de la ville qui était vent debout contre cette idée en disant mais comment le savoir va être trop diffusé, les gens ne vont pas savoir comment l'utiliser. En gros.
donc moi, mon premier conseil, c'est vraiment de faire confiance, en quelque sorte, aux étudiants, d'être capable d'engager une conversation qui soit pertinente et qui apporte le meilleur. Et dans ce cadre-là, la digitalisation, elle offre en fait énormément d'opportunités. Parce que le temps de préparation d'un cours à distance est très long. Certes, un peu comme une préparation d'un cours en présentiel. La moyenne de la préparation d'un MOOC est d'environ une centaine d'heures pour un professeur d'université. C'est des moyennes qui sont établies. Par contre, le temps d'enseignement, lui, est libéré. Puisque une fois qu'on a mis la ressource en ligne, les étudiants y accèdent, le professeur lui-même n'a plus besoin de passer son temps justement à enseigner cette matière-là. Par contre, c'est là où il y a l'opportunité, c'est de pouvoir utiliser ce temps-là vers ce qu'on peut appeler effectivement du coaching, qui est un terme qui est venu dans la conversation. Et effectivement, il y a eu quelques études qui ont été menées depuis une dizaine d'années sur le métier d'enseignant pour les enseignants qui préparent les MOOC en particulier. Et on s'est aperçu qu'en fait leurs compétences sont en train d'évoluer très rapidement vers du coaching. Et en fait, on a un résultat qui est assez intéressant parce que d'un côté, on a une diffusion du savoir, de la connaissance du cours, on va dire dur, qui est toujours là, avec un niveau de qualité qui reste très intéressant, et en même temps, un enseignant capable d'individualiser un petit peu plus son support aux étudiants, en fonction d'une thématique, d'un cours, ou des individus, des étudiants eux-mêmes et de leurs besoins. Les formations hybrides, les enseignements à distance, c'est comme les possibilités, mais en gros, des ingénieurs en BTP, les informatique dans les Zoom, c'est possible de faire toute la filière, un petit enseignement à distance, c'est le doute. Fanamariana fotsiny ambako tsy fanontaniana. Ka mety hoe ny malagasy tsika population jeune nefa za mahita hoe tsy ampy fijerena mihitsy ny taloha, tena tsy ampy tosika. Nefa ny olon-dehibe tsika rehetrarehetra raha teny daholo hoe ny tanora no avy firenena, dia nefa tena tsy ampy fijerena, tsy ampy tosika mihitsy. Ohatra hoe rahatsika exemple fotsiny izao hoe ataontsika hoe 70% ny tanora malagasy manana bac, dia midina foana statistique 50% ny afaka bac, 10% tonga any amin'ny ambaratonga ambony, dia 2% no mivoaka amin'ilay izy. Dia raha mieritreretantsika izany hoe dia hoaiza daholo izany ambon'ilay tanora, dia lasa be na be chômeur, lasa tsy haiko e, nefa izay ny fiteny hoe tsika tanora no avy firenena, dia lasa tsy ampy le any ambony any izany voajery fa le ankizy aty ambany lasa ohatry hoe izay tafiakatra ambony any no jerena. Dia izay no hitako hoe fanamariana kely hoe tokony mba asiana fitoviana izany mba jerena manokana ireny tanora ireny. Dia misy koa izao tanora tena anisany satria fari-piainantsika amin'izao fari-piaina malagasy dika tena hoe betsaka no mana fari-piainana ambany, nefa ny tena betsaka amin'ireny tanora ireny tena manam-panirinany hoe ho tafita dia hianatra any amin'ny farataminy ambony, nefa ny andreny ireny tsy misy mpijery dia tsy misy mpanohana, dia matetika ilay olona manana fahafahana amin'izay zavatra izay izany no afaka mandroso. Fa be da be ireo mpianatra ireo
mba te hianatra izy te handroso izy nefany a na ohatra hoe fahafahana ivitana ordinateur sy ny fitaovana maro samihafa ho ampiasaina an'izany a tsisy dia zay zany mba angatao ka tokony mba mila fijerena manokana angamba ny zay zavatra izay misaotra indrindra fanontaniana farany avy izy raha tsisy tsony dia zay zany mamarana azy a dia miangavy misy le directeur androa fitenena ianao dia lazao le mahafinaritra teo Iaho le fizera tsy ho resahana satria esima no resahana amin'ilay izy. Ho an'le tsy fanontaniana faharoa zany a hoe tsy ampitosika ny tanora mety misy any ny manome tosika zany fa mety hoe tsy fantana le izy mety tsy ampy any koa ary tena hoe mety ohatra fotsiny zany zao a ho an'ny tanora zay afaka baka zay manana ray aman-dreny tena sahirana olona zay ny ambanivohitra ka tsy afaka miano ila ankizy dia misy ohatra zao zareo projet ny FCD zany projet sésame zay tsy ambatoka izay mandray atsanana nireo tanora reo zany hoe misy sélection zany le izy tena fantana hoe tanora tena tsy manana fahefana ny ray aman-dreny zany ahafahan'le tanora zany ho amin'ny fianarana izy manana fanotena izy amin'ny fianarana ty amin'ny ambaratonga ambony nefa tsy manana ny ray aman-dreny dia raisan'ny zareo an-tanana zany mandritry ny herintaona zany mianatra aloha reo tanora reo tsy mianatra ty amin'ny université fa mianatra ny fomba hoe ahoana ny fomba fianarana eny amin'ny université inona daholo ny zavatra tokony ananana traikefananana zany entina mianatra ty amin'ny université herintaona izy manao an'izay vita ny herintaona dia toan'ny le projet zany ny toerana zay tiany anarana mandritra ny fahavitan'ny fianarana mety manao master izy dia ditoana arano dokotera izy dia toan'ny fianarana mandrapatafitan'le ankizy amin'le dokotera misy zany mety tsy ampy le toerana zany zay miahy ny tanora zany fa misy le izy fa mety tsy fantatra tiako maniana ihany keo zany dia zavatra resahana teo zany ho an'ny satria nahenao ny recteur teo resaka hoe antenan'izy hoe CONAPEX commission nationale des bourses extérieures Akaty fotsy akaiky nisy kamo eo torevitra meko anareo zany dia tsara foana nareo manao dossier zany satria misy bourse zany omen'ny firenena ravavinamana zany matetika zany misy régulièrement zany misy ny any Tunisie, Maroc, Algérie, Russie fa misy ihany keo ny offre de bourse hafa ohatra ny any Suisse, ny any France, ny any Japon misy toerana hafa zany dia matetika zany le commissionna zany avy eo commissionna ministère maromaro ny ao anatiny miaraka tamin'ny primature no mijery le dossier dia manome an'le bourse matetika ny lauréat zany raha misy zany finiavana hoe te anaty fianarana any ivelany dia misy bourse zany amin'izay bourse extérieure misy makany Chine ihany koa ao anatin'izay fa any zany no affiché hoe inona indray bourse mivoaka any raha fahafantarako azy zao dia bourse makany Maroc no misy amin'izao fotoana izao tsara jerena ihany zany afaka eny Akaty fotsiny mandeha mijerana izy CONAPEX ny bourse sasany ohatra ny any Suisse rehefa mivoaka ny any Suisse dia matetika ny ambassady no migery anazy zany hoe mandefa ny amin'ny CONAPEX fa CONAPEX mandefa dossier fotsiny makany amin'ny ambassade en Suisse dia zareo no mijery manao sélection ao anatin'izay rehefa zany matetika ny Suisse dia mila mpampianatra any Suisse mihitsy zany miparrainer an'le dossier dia hoe manontany hoe zay eto Madagasikara tsy mahafantatra olona any Suisse dia torevitra ny meko ny Suisse zany misy boky amin'ny université Suisse dia manova boky c'est gratuit iny dia ahafahanareo zany mifanerasera amin'le mpampianatra zay ao anatin'le izy dia efa hitanareo zany dia le mpampianatra efa na tsy hitanareo le mpampianatra dia efa fantatrareo izy hoe misy an'ity mpampianatra ity fa rehefa faransahanareo mailo dia afaka miparrainer anareo izy raha ohatra ka misy zay occasion ahafahana mahazo bourse amin'ny Suisse torevitra ny azy zay ny Japon indray dia ohatran'ny misy isa taona izy fa raha mitaona manaraka ny miditra dia efa amin'ity taona ity dia efa manao ny dossier rehetrarehetra ary misy test ny zareo zany ny fianarana makany any Japon
Saya baru sekolah sekolah itu. Soja tokony nareo zany rakisy zay azavarindrina ho any azy zay ihany tsika gasy tanora gasy manko variny dia zay mahatonga tsika tsy manana formation dia ame fitenena aloha en général dia aveo ame fitenena ny monsieur Guillaume dia fa tsy tanteraka amizay atao tokony teneniko fanatra amin'voalohany izy ty fa adinika ary tsy mety raha ohatra ny recteur ny siom milaza an'ity zavatra ty zavatra atao hoe zavatra tsara ty teneniko ty zany ho miaraba ny siom namonina ty école supérieure d'art management ty satria namonana satria tsotra ny valiny nanazava atao ny namantsika vazaha Guillaume Soval nanao izy kao hoe ny afaka baky ao 100 000 eo nefa le capacité taken'ny étude supérieure om 80 000 mamaly ty siom ty zany mamaly le etaetanareo tanoka izy le vo afaka baky fahitako azy dia eto hoe droit d'inscription 50 000 ariary droit d'examen 75 000 ariary écolage 0 ariary ou bien oui c'est un des meilleurs rapports qualité-prix qui existe à Madagascar. Un des meilleurs, peut-être le meilleur. C'est ça les limites. Tamin'ny andronay tapaka amin'ny fianarana afafafaka tapaka amin'ny fianarana satria mbola manao service national aux forces. Tamin'izany terena obligation. Et raha tsy terena anapaka fianarana misy opportunité ohatran'izao aza mitsahatra mianatra fa mianara. Lui koa vao mitsahatra dia lasa rouillé koa na mitsahatra etoana fotsy dia fa rouillé manao inscription. Tato garoto Soval izy. Njato Razavety responsable de mention informatique et sud. Mikasika informatique le tiany atao dia tsambitana amin'izy hoe azo atao tena azo atao mihitsiny la filière afaka manao any ianao satria hybride le formation atao amin'ny sion sady à distance afaka any an-trano ianao mianatra misy regroupement izay tsy tena obligatoire fa eo ianao hitako fahaizanao fa ianao lauréat CRC dia manasanao ny sion raha ohatra ka tena vonona ianao fa azonao atao mihitsy manao la filière sotra. Merci beaucoup. Bon, j'ai pas évidemment beaucoup de commentaires sur les questions des bourses et autres. Juste un mot pour dire que la numérisation, la digitalisation, elle permet évidemment beaucoup de choses, et on le voit là sur la question du frais d'écolage y compris, qui a quand même énormément d'avantages. Mais donc l'accès à l'information et au savoir à travers la digitalisation, c'est quand même quelque chose de très positif, et il y a parfois des solutions qui sont moins chères qu'on ne le pense. Donc, je citais tout à l'heure les questions des applications qui peuvent être synchronisées quand on a accès à l'Internet. On met toute cette information-là dans sa tablette ou l'ordinateur ou le téléphone si on a un smartphone. Et après, on peut continuer à avoir accès à cette information sans payer plus. Donc il y a des solutions comme ça qu'il faut creuser un petit peu, qui ne résout pas la question des bourses évidemment et d'accès au reste, comme les livres, etc. Donc voilà, en tout cas moi ce matin j'étais extrêmement heureux de voir non seulement l'intérêt qu'il y avait dans la salle par rapport à cette question-là de la digitalisation, la numérisation de l'enseignement supérieur, mais encore plus heureux de voir que une institution comme les UM justement est en train de se mettre en place et de proposer ces nouvelles formes d'enseignement aux étudiants qui commencent leur parcours. Je pense que c'est extrêmement positif. Ce n'est qu'une première étape, évidemment, mais on voit qu'il y a quand même une dynamique
qui est en train de s'instaurer dans le pays, pas simplement sur Tana, hein, on a cité d'autres universités également, Fianarantsoa et d'autres, mais qui sont en train de s'engouffrer dans la brèche hein, du digital, et c'est extrêmement positif, parce que, comme je l'ai dit un petit peu dans la présentation, même s'il y a des limitations et même s'il ne faut pas penser que l'enseignement sous sa forme digitale est la solution miracle à tout, il y a quand même un nombre de bénéfices qui, à mon sens, équilibrent très favorablement dans le sens de l'ensemble de formation hybride et digitalisation. À titre personnel, j'étais extrêmement honoré d'avoir été invité ce matin et de pouvoir avoir l'occasion et l'honneur de pouvoir échanger avec vous. Donc merci beaucoup monsieur le recteur, merci à l'université, monsieur le directeur, merci aussi. Et je vous cède la parole. Merci. Merci beaucoup, monsieur Guillaume Sauvage. Je pense que ça va continuer, hein, parce que je vois déjà qu'il y a d'autres opportunités dans lesquelles on peut travailler ensemble. Donc, mais encore une fois, merci pour votre disponibilité. Monsieur le directeur, les mots de la fin, résumé je crois que beaucoup de choses ont été dites et c'était très important d'avoir donc disons à faire cette réflexion au niveau de la digitalisation. Mais il faut voir disons le bénéfice. Il faut balancer le bénéfice et les risques. De toute chose, il y a des risques, il y a les bénéfices. Il y a les risques, est-ce que ça dévie sur quelque chose qu'on ne voulait pas? Il faudrait donc, disons, faire la balance pour que ça pèse un peu plus sur le bénéfice que les risques sur lesquels on peut avoir. C'est très important aussi d'avoir un salon d'orientation pour permettre aux étudiants déjà de rentrer dans un processus de réussite pour les étudiants, parce que avec l'orientation, ça leur permet déjà de voir quel est l'objectif à atteindre, quel est le but. Il y en a qui veulent déjà, par exemple, des compétences complémentaires dans ces activités. Et donc, sur ce, je dis que l'atelier disons de l'enseignement à distance, les développements socio-économiques et clos, donc je vous souhaite une bonne après-midi. Sora betsaka, monsieur le directeur, niany zany information fotsy satria efa vita teo zany ny famaranana an'ity conférence débat ty. Conférence débat tapitra fa ty salon de l'orientation. Et araky ny teneko teo hoe salon de l'orientation zany ny orienté mpianatra any amin'izay filière tena tokony ianarana. Satria hatramin'izay manko rehefa hoe salon de l'étudiant, salon de formation, dia ohatrany hoe publicité fotsiny. Ce n'était pas seulement une occasion de conférence débat, mais c'est aussi une occasion d'avoir des informations pertinentes. Par exemple, les demandes des lycées par rapport à nos offres de formation, etc. Ça, c'est retenu, monsieur le proviseur. On va voir. Peut-être qu'on va organiser des descentes aussi. Ça, ce n'est pas au niveau des lycées. Sotra betsaka antsika rehetra dia tongava daholo ihany ny mpianatra moa indrindra amin'ilay salon de l'orientation. Teneno zay mbola tsy tonga teo dia izay moa eto foana raha misy ana inscription dia izay zao ny endrasanay hoe manaova inscription fa zahay kosa tsy manao publicité démagogique fa hitanareo tsara ny sérieux teo dia anjaranareo misafidy. Merci beaucoup, on applaudit pour